Elle fut la dernière reine d'Égypte, une femme dont le nom évoque à la fois la séduction, l'intelligence et une ambition sans limite. Son destin se joua aux confins de deux mondes, défiant la puissance inégalée de Rome. Dès où nous regardez-vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire, cela nous fait toujours très plaisir. Et pour nous soutenir gratuitement, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Plongeons dans l'histoire de Cléopâtre VII, la dernière héritière des Ptolémées. Son histoire n'est pas seulement celle d'une reine, mais celle d'une lutte acharnée pour la survie de son royaume face à l'ombre grandissante de l'Empire romain. Un récit de pouvoir, de trahison et de passion qui a façonné le cours de l'histoire. Dans le tourbillon d'Alexandrie, cité cosmopolite où le savoir grec rencontrait la majesté égyptienne, naquit une princesse destinée à un sort exceptionnel. Cléopâtre Théa Philopator, future Cléopâtre VII, vit le jour au sein de la dynastie Lagide, une lignée macédonienne qui régnait sur l'Égypte depuis près de 3 siècles. Son père, Ptolémée XII Aulète, le joueur de flûte, était un souverain dont le pouvoir chancelant dépendait entièrement du bon vouloir de Rome. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre fut immergée dans un environnement de complots et d'intrigues de palais. La cour d'Alexandrie était un nid de vipères où les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des ambitions personnelles. La survie exigeait une intelligence acérée et une méfiance de tous les instants. Cléopâtre reçut une éducation remarquable pour une femme de son temps. Polyglotte, elle aurait maîtrisé près de 9 langues, dont l'égyptien, une rareté pour les Ptolémées qui s'en tenaient au grec. Cette compétence linguistique lui permit de communiquer directement avec ses sujets sans l'intermédiaire d'interprètes, créant un lien unique avec le peuple égyptien qui la considérait comme la réincarnation de la déesse Isis. Son instruction ne se limitait pas aux langues. Elle étudia la rhétorique, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie, se forgeant un esprit brillant et une culture encyclopédique qui fascinerait plus tard les plus grands hommes de Rome. L'instabilité politique marqua profondément son enfance. Son père, Ptolémée XII, fut contraint à l'exil, chassé par une révolte populaire menée par sa propre fille, Bérénice IV. Durant cette période, Cléopâtre, encore adolescente, put observer de près les mécanismes du pouvoir, la versatilité de la foule et la brutalité des prises de contrôle. Le retour de son père au pouvoir, appuyé par les légions romaines du gouverneur de Syrie, Aulus Gabinius, se fit dans un bain de sang. Bérénice fut exécutée, et cette leçon sur la précarité du pouvoir et la nécessité de s'assurer des alliés puissants resta gravée dans l'esprit de la jeune princesse. Elle comprit que pour régner, il ne suffisait pas d'être l'héritière légitime. Il fallait être rusé, impitoyable et capable de naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale. La Rome républicaine, en pleine expansion, était l'arbitre incontesté du bassin méditerranéen et le royaume d'Égypte, malgré ses richesses immenses, n'était plus qu'un pion sur son échiquier. Ptolémée XII avait acheté sa couronne et sa survie à prix d'or, endettant lourdement le royaume. Cléopâtre hériterait non seulement d'un trône, mais aussi d'un fardeau financier colossal et d'une souveraineté fragile constamment menacée par l'appétit de Rome. Dans ce contexte de déclin et de dépendance, elle forgea son caractère. Loin de l'image de simple séductrice que la propagande romaine laissera à la postérité, Cléopâtre était avant tout une intellectuelle et une stratège préparée depuis l'enfance à se battre pour son trône et pour l'indépendance de son pays.
Elle apprit à dissimuler ses intentions derrière un masque de charme, à utiliser sa culture comme une arme et à considérer chaque rencontre comme une opportunité politique. Le palais d'Alexandrie, avec sa célèbre bibliothèque et son muséum, était son terrain de jeu et d'apprentissage, un lieu où le savoir était une forme de pouvoir. Elle y côtoya les plus grands esprits de son temps, affinant son jugement et sa compréhension du monde. Chaque conversation, chaque lecture, chaque observation des luttes intestines de sa propre famille contribuait à façonner la future reine. Elle était consciente de l'héritage divin qu'elle incarnait aux yeux des Égyptiens et de la nécessité de maintenir les traditions pharaoniques pour asseoir sa légitimité. Cet héritage était à la fois une force et une faiblesse, la liant à un passé glorieux tout en la confrontant à la réalité d'un présent précaire. La mort de son père la propulsa sur le devant de la scène, la laissant co-régente avec son jeune frère, Ptolémée XIII, dans un royaume au bord du gouffre. Elle n'avait que 18 ans, mais possédait déjà la maturité et la détermination d'une souveraine aguerrie, prête à tout pour restaurer la grandeur de l'Égypte et s'assurer que son nom ne soit pas le dernier de la longue lignée des pharaons. La jeune reine savait que son plus grand défi ne viendrait pas des révoltes internes, mais de l'ombre de l'aigle romain qui planait, menaçante, sur son royaume millénaire. Son règne commençait à peine, mais la lutte pour sa survie avait déjà débuté. À la mort de Ptolémée XII, le pouvoir fut transmis conjointement à ses deux enfants aînés, Cléopâtre VII et Ptolémée XIII, un garçon d'à peine 10 ans. Selon la tradition ptolémaïque et la volonté de leur père, ils devaient régner ensemble, unis par les liens du mariage. Cependant, cette union fraternelle était une pure façade destinée à préserver la pureté de la lignée. En réalité, une lutte de pouvoir sourde et implacable s'engagea dès les premiers instants du règne. Cléopâtre, forte de son intelligence, de son charisme et de son éducation, n'avait aucune intention de partager le pouvoir avec un enfant manipulé par une coterie de conseillers avides. Ces hommes, l'eunuque Potin, le général Achillas et le précepteur Théodote de Samos, voyaient en Ptolémée XIII une marionnette idéale pour gouverner dans l'ombre. Ils comprirent rapidement que le caractère indépendant et l'ambition de Cléopâtre représentaient une menace directe à leur influence. Dès le début, Cléopâtre tenta d'imposer son autorité. Elle fit frapper des monnaies à son effigie seule et son nom apparaissait avant celui de son frère dans les décrets officiels. Elle agissait en souveraine unique, ignorant l'autorité théorique de son corps régent. Cette affirmation de son pouvoir ne fit qu'exacerber les tensions à la cour. Potin et ses alliés commencèrent à manœuvrer contre elle, utilisant la jeunesse et la jalousie de Ptolémée XIII pour saper sa position. Ils l'accusèrent de vouloir usurper le trône et de comploter pour éliminer son frère. La situation économique du royaume était désastreuse. Une sécheresse provoqua de mauvaises récoltes le long du Nil, entraînant la famine et des troubles sociaux. Cléopâtre dut gérer cette crise tout en déjouant les complots qui se tramaient dans son propre palais. Elle tenta de gagner le soutien du peuple en respectant les traditions religieuses égyptiennes et en se présentant comme une pharaone bienveillante, mais ses efforts furent contrecarrés par la propagande de ses ennemis. La cour d'Alexandrie se divisa en deux camps. D'un côté, les partisans de la jeune reine, admiratifs de sa force de caractère et de son intelligence politique. De l'autre, la faction de Ptolémée XIII,
ralliée par ceux qui craignaient une femme au pouvoir absolu ou qui espéraient tirer profit de la faiblesse d'un roi enfant. La trahison ne tarda pas à éclater au grand jour. Profitant de l'absence de Cléopâtre, qui supervisait les troupes à la frontière sud du royaume, Pothin et Achillas orchestrèrent un coup d'État. Ils déclarèrent Ptolémée XIII seul souverain légitime et Cléopâtre fut officiellement démise de ses fonctions. Accusée de trahison, elle fut contrainte de fuir Alexandrie pour sauver sa vie. C'était un exil humiliant, une chute brutale pour celle qui se voyait déjà comme la seule maîtresse de l'Égypte. Elle trouva refuge en Syrie, une province romaine où elle ne resta pas inactive. Loin de se résigner à son sort, Cléopâtre utilisa cette période d'exil pour préparer son retour. Elle leva une armée de mercenaires, utilisant les richesses qu'elle avait réussi à emporter avec elle et sa connaissance des réseaux politiques de la région. Elle démontra, une fois de plus, sa résilience et sa détermination, refusant d'abandonner son droit de naissance. Pendant ce temps, à Alexandrie, le pouvoir de Pothin et Achillas était absolu, mais fragile. Ils gouvernaient au nom d'un roi fantoche, mais leur légitimité était contestée. La situation politique à Rome, alors en pleine guerre civile entre Jules César et Pompée, allait bientôt bouleverser l'équilibre des forces en Égypte. L'arrivée de Pompée, défait à la bataille de Pharsale et cherchant refuge auprès de ses anciens alliés ptolémaïques, fut l'élément déclencheur d'une nouvelle tragédie. Les conseillers de Ptolémée XIII, dans une tentative maladroite de s'attirer les faveurs de César, prirent une décision funeste. Ils firent assassiner Pompée dès son arrivée sur les côtes égyptiennes. Ils pensaient ainsi plaire au vainqueur, mais ils sous-estimèrent gravement la réaction de César. Quand ce dernier arriva à Alexandrie quelques jours plus tard, on lui présenta la tête de son ancien rival et gendre. Loin d'être satisfait, César fut horrifié par cet acte barbare et irrespectueux envers un consul romain. Cet événement marqua un tournant décisif. César décida de rester à Alexandrie pour régler la querelle de succession égyptienne et surtout pour s'assurer le contrôle des richesses du pays, indispensable pour financer ses légions. Il s'installa dans le palais royal et convoqua Cléopâtre et Ptolémée XIII, se posant en arbitre suprême. Pour Cléopâtre, exilée et à la tête d'une armée insuffisante pour reprendre la ville de force, c'était une occasion inespérée. Elle savait que pour regagner son trône, elle devait atteindre César avant ses ennemis. C'est dans ce contexte de crise et de trahison qu'elle imagina l'un des stratagèmes les plus audacieux de l'histoire. Un coup de théâtre qui allait non seulement lui permettre de rencontrer le général romain, mais aussi de captiver son attention et de changer à jamais le cours de son destin. La trahison de son frère et de ses conseillers l'avait chassé du pouvoir, mais elle avait également révélé sa ténacité et son ingéniosité. Loin d'être brisée, Cléopâtre était prête à jouer son va-tout, consciente que l'avenir de l'Égypte reposait désormais sur sa capacité à séduire et à convaincre l'homme le plus puissant du monde. Le trône partagé s'était transformé en un champ de bataille, et Cléopâtre avait appris à ses dépens que dans le jeu du pouvoir, la confiance était une faiblesse, et la famille, l'ennemi le plus redoutable. Bannie de sa propre capitale, Cléopâtre se trouvait dans une position désespérée. L'armée de son frère, commandée par Achillas, contrôlait Alexandrie et ses accès. Toute tentative d'approche par les voies conventionnelles était vouée à l'échec. Jules César, installé dans le quartier royal,
s'était érigé en juge du conflit dynastique, mais il était physiquement inaccessible pour la reine en exil. C'est alors que son génie stratégique, allié à une audace sans pareille, se manifesta de la manière la plus spectaculaire. Elle conçut un plan pour déjouer la vigilance de ses ennemis et se présenter directement devant César, créant un effet de surprise totale. Selon le récit le plus célèbre, transmis par l'historien Plutarque, Cléopâtre quitta son campement avec un petit groupe de fidèles, dont son serviteur Apollodore le Sicilien. Elle remonta le Nil à la faveur de la nuit à bord d'une petite embarcation. Arrivée aux abords du port d'Alexandrie, le défi restait immense. Comment pénétrer dans le palais lourdement gardé ? C'est là que l'idée du tapis, ou plus probablement d'un sac de couchage en lin, prit forme. Apollodore enveloppa la jeune reine, alors âgée de 21 ans, dans ce ballot de tissu, le chargea sur ses épaules et se présenta aux gardes romains comme un simple marchand venant livrer un présent à César. La ruse fonctionna à la perfection. Les gardes, ne soupçonnant rien, le laissèrent passer. Apollodore traversa les cours du palais et déposa son précieux fardeau au pied même du général romain. Il défit les liens et de ce sac en apparence anodin surgit Cléopâtre. L'effet fut foudroyant. César, un homme de 52 ans, habitué aux intrigues politiques et aux champs de bataille, fut totalement déconcerté. Il ne s'attendait pas à voir la reine d'Égypte apparaître de manière aussi théâtrale et audacieuse dans ses appartements privés. Au-delà de la surprise, il fut immédiatement captivé. Il découvrit non seulement une jeune femme d'une grande beauté, mais surtout une interlocutrice à sa hauteur. Cléopâtre n'était pas une suppliante éplorée. Elle se présenta en souveraine, plaidant sa cause avec éloquence et intelligence. En grec, la langue de la cour et de la culture, elle exposa la trahison de son frère et de ses conseillers, défendit la légitimité de ses droits au trône, conformément au testament de son père, et démontra une connaissance approfondie des affaires politiques égyptiennes et romaines. César, fin connaisseur des hommes et des femmes, reconnut en elle une alliée potentielle de grande valeur. Il fut séduit par ce mélange unique de vulnérabilité apparente et de force de caractère indomptable. Cette première rencontre, qui dura une bonne partie de la nuit, scella le sort de ses adversaires. Le lendemain matin, lorsque Ptolémée XIII et ses conseillers arrivèrent pour plaider leur propre cause, ils découvrirent avec stupeur que Cléopâtre était déjà aux côtés de César. La colère du jeune roi fut immense. Il se précipita hors du palais, criant à la trahison devant la foule alexandrine, tentant de soulever le peuple contre César et sa sœur. Mais il était trop tard. César avait déjà pris sa décision. Impressionné par Cléopâtre et soucieux de faire respecter le testament de Ptolémée XII, qui avait désigné Rome comme exécutrice de ses dernières volontés, il ordonna que Cléopâtre et Ptolémée XIII règnent de nouveau ensemble. Cette décision ne satisfit personne. Pour Potin et Achillas, c'était une déclaration de guerre. Ils lancèrent les 20 000 hommes de l'armée égyptienne contre les forces romaines, largement inférieures en nombre, piégeant César et Cléopâtre à l'intérieur du palais. C'est ainsi que commença la guerre d'Alexandrie, un siège long et difficile qui dura plusieurs mois. Durant cette période de confinement forcé, l'alliance entre César et Cléopâtre se renforça. Ils partagèrent le danger, les stratégies et, selon toute vraisemblance, leurs couches. Une liaison amoureuse naquit de cette proximité, fondée sur une admiration mutuelle et des intérêts convergents.
César voyait en Cléopâtre une dirigeante compétente, capable de stabiliser l'Égypte, un grenier à blé essentiel pour Rome, et d'assurer le remboursement des dettes colossales contractées par son père. Cléopâtre, de son côté, voyait en César le seul homme capable de lui garantir son trône et de protéger l'indépendance de son royaume. L'épisode du tapis fut bien plus qu'une simple anecdote romantique. Ce fut un coup de maître politique. En une seule nuit, Cléopâtre avait court-circuité tous ses ennemis, gagné la confiance de l'homme le plus puissant de son temps et transformé une situation désespérée en une victoire stratégique. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas une simple héritière attendant son salut, mais une actrice déterminée de son propre destin, prête à prendre des risques insensés pour atteindre ses objectifs. Cet acte audacieux forgea sa légende et révéla au monde la véritable nature de la dernière reine d'Égypte. Une femme qui ne reculait devant rien pour défendre son pouvoir et son royaume. La rencontre avec le conquérant romain n'était pas une soumission, mais le début d'un partenariat qui allait ébranler les fondations de la République romaine. La décision de César de rétablir Cléopâtre sur le trône, à égalité avec son frère Ptolémée XIII, mit le feu aux poudres. Potin, le véritable détenteur du pouvoir derrière le jeune roi, et le général Achillas considérèrent cet acte comme une ingérence intolérable et une trahison. Ils mobilisèrent l'armée royale, forte de 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers, et lancèrent un assaut général contre le quartier du palais où César s'était retranché avec ses troupes, composées de la 37e Légion et des restes de la 6e, soit à peine 4000 hommes. Ainsi débuta la guerre d'Alexandrie, un conflit urbain sanglant et acharné qui allait durer près de 6 mois. César et Cléopâtre se retrouvèrent assiégés, piégés dans une ville hostile dont la population, excitée par la propagande de la cour de Ptolémée, leur était farouchement opposée. La situation était critique. Les forces romaines, itam di Tachimanno, infériorité numérique écrasante, devaient défendre un périmètre restreint tout en faisant face aux attaques incessantes des troupes d'Achillas et de la milice alexandrine. Le conflit fut marqué par des combats de rue d'une violence inouïe. César, en stratège de génie, organisa la défense avec une efficacité redoutable. Il fit barricader les rues, fortifier les bâtiments et utilisa la flotte égyptienne dont il avait pris le contrôle dans le port, pour assurer son ravitaillement et harceler l'ennemi. C'est au cours de l'une de ces opérations navales que se produisit le tristement célèbre incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la confusion des combats, le feu, mis aux navires ennemis, se propagea aux entrepôts et aux bâtiments du port, atteignant, selon certaines sources, une partie de la grande bibliothèque et détruisant un nombre inestimable de manuscrits. La responsabilité de cette catastrophe culturelle reste débattue par les historiens, mais elle illustre la brutalité des combats qui ravageaient la capitale égyptienne. Pendant ces longs mois de siège, l'intimité entre César et Cléopâtre se développa. Isolés du monde extérieur, confrontés quotidiennement à la mort, ils trouvèrent refuge l'un dans l'autre. Leur liaison, née d'un calcul politique, se mua en une passion authentique. César, le pragmatique conquérant, fut fasciné par l'esprit, la culture et le courage de la jeune reine. Cléopâtre, quant à elle, découvrait un homme qui non seulement égalait son ambition, mais dont le pouvoir pouvait la protéger et servir ses desseins. Cette relation était cependant un amour interdit à plus d'un titre. César était un Romain marié et une liaison avec une reine étrangère, une barbare,
aux yeux de beaucoup à Rome, était politiquement explosive. Pour Cléopâtre, s'allier à l'envahisseur romain contre son propre frère et une partie de son peuple était une position périlleuse. Elle jouait son avenir sur la victoire de César. La dynamique au sein du camp égyptien se complexifia. Potin, se méfiant d'Achillas, tenta de le faire assassiner, mais le complot fut découvert. Finalement, César, qui retenait Ptolémée XIII, prisonnier dans le palais, fit exécuter Potin pour trahison. Il libéra ensuite le jeune roi, espérant que sa présence calmerait la population, mais Ptolémée rejoignit immédiatement les forces qui assiégeaient les Romains. Arsinoé, la sœur cadette de Cléopâtre, s'échappa également du palais et fut proclamée reine par l'armée d'Achillas, ajoutant une nouvelle prétendante au trône et compliquant davantage la situation. Le tournant de la guerre arriva avec l'arrivée de renforts romains. Une armée menée par Mithridate de Pergame, un allié de César, arriva par l'est, tandis que la marine romaine forçait le blocus du port. César put enfin briser l'encerclement. La bataille décisive eut lieu sur les rives du Nil. L'armée égyptienne fut écrasée. Ptolémée XIII, tentant de fuir, se noya dans le fleuve, son armure d'or l'entraînant par le fond. Sa mort mit fin à la guerre et laissa le champ libre à Cléopâtre. César était le maître incontesté de l'Égypte. Il entra triomphalement dans Alexandrie, pardonna aux habitants et installa officiellement Cléopâtre sur le trône. Pour respecter les apparences et la tradition ptolémaïque, il lui adjoignit comme co-régent son plus jeune frère, Ptolémée XIV, alors âgé d'environ 12 ans. Mais il ne s'agissait que d'une formalité. Le pouvoir réel était entièrement entre les mains de Cléopâtre, soutenue par plusieurs légions romaines laissées en garnison. La guerre avait été une épreuve du feu pour la jeune reine. Elle avait vu son royaume dévasté, sa capitale en flammes et sa famille déchirée. Mais elle en était sortie victorieuse. Son trône consolidé par la puissance de Rome et son destin lié à celui de son amant. La fin de la guerre marqua le début d'une nouvelle ère pour Cléopâtre, une période où son amour pour César et son ambition pour l'Égypte allaient se conjuguer pour créer un scandale qui résonnerait jusqu'au cœur même de Rome. L'amour interdit avait survécu aux flammes de la guerre, mais il allait devoir affronter un ennemi bien plus redoutable, l'opinion publique et le Sénat romain. Après la victoire sanglante de la guerre d'Alexandrie et la confirmation de son pouvoir, une période de paix relative s'installa en Égypte. Jules César, au lieu de repartir immédiatement pour Rome, où de multiples urgences politiques et militaires l'attendaient, choisit de rester plusieurs semaines supplémentaires. Cette décision, surprenante de la part d'un homme d'action aussi pragmatique, témoigne de la profondeur de sa fascination pour Cléopâtre et pour le pays qu'elle incarnait. Pour célébrer leur victoire et asseoir la légitimité de la reine auprès de son peuple, ils entreprirent un voyage spectaculaire, une grande croisière sur le Nil. Ce n'était pas une simple escapade romantique, mais une démonstration politique soigneusement orchestrée. À bord d'une somptueuse barge de cérémonie, la Thalamégos, suivie d'une flottille de plusieurs centaines de navires, le couple remonta le fleuve, s'arrêtant dans les principales villes et les grands sanctuaires religieux. La barge elle-même était un palais flottant, décrite par les chroniqueurs comme un navire d'une taille et d'un luxe inouï, avec des salles de banquet, des colonnades, des jardins et des chapelles. Pour le peuple égyptien qui se massait sur les rives, le spectacle était saisissant. Ils voyaient leur reine
qu'il considérait comme la déesse Isis incarnée, accompagnée de l'homme le plus puissant du monde. Ce voyage était une tournée triomphale, une façon pour Cléopâtre de se reconnecter avec ses sujets, de recevoir les hommages du clergé et de montrer que l'Égypte, bien que sous protection romaine, était toujours gouvernée par sa pharaone légitime. César, de son côté, découvrait les merveilles d'une civilisation millénaire. Selon certaines sources, ils remontèrent le fleuve jusqu'à la frontière avec l'Éthiopie. César s'intéressant de près à la géographie, à l'histoire et aux coutumes du pays. Ce voyage fut une parenthèse enchantée, loin des intrigues meurtrières d'Alexandrie et des complots du Sénat romain. C'est durant cette période, entre la fin de la guerre et le départ de César, que Cléopâtre tomba enceinte. Cette grossesse était un événement d'une importance capitale, à la fois personnellement et politiquement. Pour Cléopâtre, cet enfant serait la preuve vivante de sa liaison avec César, un lien de sang qui pourrait solidifier son alliance avec Rome et, dans ses rêves les plus audacieux, unir les deux mondes. L'enfant serait à la fois l'héritier des pharaons et le fils du plus grand des Romains, une figure destinée à un avenir exceptionnel. Pour César, la nouvelle était plus complexe. À 53 ans, il n'avait qu'une seule fille légitime, Julia, décédée des années auparavant. Un fils, même illégitime et né d'une reine étrangère, représentait la promesse d'une continuité dynastique, une idée qui commençait probablement à germer dans l'esprit de l'homme qui se dirigeait vers un pouvoir absolu. Cependant, la naissance d'un tel enfant était aussi un scandale potentiel, un argument que ses ennemis à Rome ne manqueraient pas d'utiliser contre lui. Finalement, César quitta l'Égypte pour reprendre ses campagnes militaires et consolider son pouvoir à Rome. Quelques mois après son départ, Cléopâtre donna naissance à un fils. Elle le nomma Ptolémée César, mais le peuple d'Alexandrie lui donna rapidement un surnom bien plus parlant, Césarion, le petit César. Cette naissance était une affirmation audacieuse. En nommant son fils ainsi, Cléopâtre ne laissait aucune place au doute quant à sa paternité. Elle proclamait au monde entier que son enfant était le fils de Jules César. Cet acte était un défi lancé à la société romaine et à ses traditions. À Rome, un citoyen ne pouvait reconnaître un enfant né d'une peregrina, une étrangère. Césarion ne pourrait jamais être un citoyen romain, et encore moins l'héritier légitime de César. Mais Cléopâtre pensait en termes de dynastie orientale où la reconnaissance paternelle suffisait. Elle voyait en son fils le futur souverain d'un empire hellénistique revigoré, allié à la puissance de Rome. Elle fit officiellement de Césarion son co-régent, bien qu'il ne fût qu'un bébé, préparant ainsi sa succession. La nouvelle de cette naissance parvint à Rome et alimenta les rumeurs et les craintes. Les adversaires de César y virent la preuve de ses ambitions monarchiques. Ils l'accusèrent de vouloir délaisser Rome pour Alexandrie, de fonder une nouvelle capitale en Orient et d'établir une dynastie avec sa maîtresse égyptienne. La croisière sur le Nil, perçue à Rome comme une extravagance décadente, et la naissance de cet héritier illégitime devinrent des armes dans l'arsenal de propagande de ses ennemis républicains. Pour Cléopâtre, Césarion était l'incarnation de tous ses espoirs. Il était le symbole de son union avec César, le gage de la survie de sa dynastie et la clé de son grand projet politique, la fusion des mondes grecs et romains sous l'égide de leur descendance. Elle avait donné un fils au conquérant, un acte qui la plaçait au centre du jeu politique méditerranéen. Mais cet héritier, qui devait assurer son avenir, allait aussi précipiter la tragédie
liant son destin et celui de son royaume à la fortune de plus en plus précaire de son amant romain. Environ 1 an après la naissance de Césarion, Cléopâtre prit une décision audacieuse qui allait provoquer une onde de choc au cœur même de la République romaine. Sur l'invitation de Jules César, désormais au sommet de sa puissance après ses victoires en Afrique et en Espagne, elle quitta l'Égypte pour se rendre à Rome. Elle n'arriva pas en suppliante ou en simple alliée, mais en reine souveraine, accompagnée de son fils, le petit Césarion, et de son frère époux, le jeune Ptolémée XIV. Son arrivée fut un spectacle de magnificence et de provocation. L'entourage royal, avec ses eunuques, ses serviteurs et son luxe ostentatoire, contrastait violemment avec l'austérité affichée de la morale républicaine. César l'installa somptueusement dans l'une de ses villas privées de l'autre côté du Tibre, les Horti Caesaris, où il lui rendait visite ouvertement. Pour la société romaine, la présence de cette reine étrangère et de son fils, dont la paternité était un secret de Polichinelle, était un scandale sans précédent. César était marié à une Romaine respectable, Calpurnia, et sa liaison affichée avec Cléopâtre était une insulte aux traditions et aux valeurs ancestrales. La reine d'Égypte devint rapidement la cible de la haine et du mépris de l'aristocratie sénatoriale. On la qualifiait de courtisane, de Regina Meretrix, la reine prostituée, et on l'accusait d'exercer une influence néfaste et corruptrice sur le dictateur. Cicéron, dans ses lettres, ne cachait pas son dédain pour l'arrogance de la reine et tout ce qui l'entourait. Cependant, l'objectif de ce voyage n'était pas seulement sentimental, il était éminemment politique. Cléopâtre venait à Rome pour faire reconnaître officiellement son statut de reine d'Égypte, alliée et amie du peuple romain, un titre que le Sénat lui accorda, sans doute sous la pression de César. Elle cherchait également à obtenir la reconnaissance de Césarion comme fils de César, une démarche bien plus ambitieuse qui n'aboutit jamais officiellement, mais qui restait au cœur de sa stratégie dynastique. Son séjour, qui dura près de 2 ans, fut aussi l'occasion pour elle de s'immerger dans la vie politique et culturelle romaine. Elle tenait salon dans sa villa, recevant des personnalités influentes, des artistes et des intellectuels. Loin d'être une simple spectatrice, elle observait attentivement les rouages du pouvoir romain, ses forces et ses faiblesses. Elle comprenait que l'avenir de son royaume dépendait de sa capacité à naviguer dans ce labyrinthe complexe d'alliances et de rivalités. La provocation la plus spectaculaire de César fut sans doute l'érection d'une statue en or de Cléopâtre, représentée en Isis dans le temple de Vénus Génitrix, la déesse que César prétendait être son ancêtre. Placer l'effigie d'une reine étrangère, sa maîtresse, parmi les divinités romaines dans un lieu aussi sacré fut perçu comme un acte de blasphème et la preuve ultime de ses aspirations monarchiques. Pour ses ennemis, c'était la confirmation qu'il voulait s'élever au-dessus des lois de la République, peut-être même se faire roi et épouser Cléopâtre, faisant de Rome la vassale d'une dynastie égyptienne. Ces craintes, qu'elles fussent fondées ou simplement le fruit d'une propagande efficace, alimentèrent le complot qui se tramait contre lui. La présence de Cléopâtre à Rome accéléra la chute de César. Elle cristallisait toutes les angoisses de l'aristocratie républicaine, la peur de la monarchie, la haine des mœurs orientales, jugées décadentes, et le rejet d'une femme puissante et indépendante. Cléopâtre était l'incarnation de tout ce que Rome prétendait combattre. Alors que César accumulait les honneurs et les pouvoirs, se faisant nommer dictateur à vie, l'opposition à son encontre
devenait de plus en plus désespéré. Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, la tragédie frappa. Jules César fut assassiné en plein Sénat par un groupe de conspirateurs se proclamant libérateurs. Sa mort brutale plongea Rome dans le chaos et anéantit d'un seul coup tous les plans et toutes les certitudes de Cléopâtre. Son protecteur, son amant, le père de son fils, n'était plus. Sa position à Rome devint instantanément intenable. Du jour au lendemain, elle passa du statut de favorite protégée à celui d'étrangère indésirable, potentiellement en danger. Le testament de César fut ouvert, et ce fut une nouvelle humiliation pour la reine. Il nommait comme héritier principal son petit-neveu, Octave, et ne faisait aucune mention ni de Cléopâtre ni de Césarion. C'était un désaveu public, probablement une ultime précaution politique de la part de César pour protéger son héritage romain. Face à la situation politique explosive, Cléopâtre n'eut d'autre choix que de fuir. Elle quitta Rome précipitamment avec son fils et son entourage pour regagner l'Égypte. Son séjour dans la capitale de ses protecteurs et ennemis s'achevait dans le sang et l'incertitude. Elle avait approché le pouvoir romain de trop près et en avait payé le prix. Le scandale de sa présence avait contribué à la mort de l'homme qu'elle aimait et la laissait désormais seule à la tête d'un royaume vulnérable face à une république romaine en proie à une nouvelle guerre civile. Elle repartait avec une leçon cruciale. Rome était une bête imprévisible et dangereuse, et pour survivre, il lui faudrait trouver un nouveau protecteur, un nouveau champion. Le voyage de retour de Rome à Alexandrie fut empreint d'angoisse et d'incertitude pour Cléopâtre. La mort brutale de César avait pulvérisé l'architecture de son pouvoir et de sa sécurité. Elle n'était plus l'alliée privilégiée du maître de Rome, mais une reine isolée à la tête d'un royaume riche et convoité, désormais exposé aux appétits des différentes factions qui allaient s'affronter pour l'héritage du dictateur assassiné. À son arrivée à Alexandrie, elle retrouva un royaume qui, bien que stable en surface, était menacé par les mêmes fléaux qui l'avaient affaibli par le passé. Une nouvelle famine due à de mauvaises crues du Nil et des tensions sociales latentes. La première action de Cléopâtre fut de consolider son pouvoir personnel. Peu de temps après son retour, son jeune frère et co-régent, Ptolémée XIV, mourut. D'après des témoignages, il aurait été empoisonné sur ordre de sa sœur. Bien que les preuves directes manquent, cette mort était politiquement opportune. Elle éliminait un rival potentiel et permettait à Cléopâtre d'élever son propre fils, Césarion, alors âgé de 3 ans, au rang de co-régent sous le nom de Ptolémée XV César. Cet acte était hautement symbolique. Elle affirmait ainsi que la lignée de César se poursuivait à travers son fils et que celui-ci était le souverain légitime de l'Égypte à ses côtés. C'était une manœuvre audacieuse visant à renforcer sa propre légitimité et celle de sa descendance, tout en envoyant un message clair aux Romains. Pendant ce temps, l'ombre de la guerre civile romaine s'étendait sur tout le bassin méditerranéen. 2 camps principaux s'étaient formés. D'un côté, les libérateurs, les assassins de César, menés par Brutus et Cassius, qui avaient fui l'Italie et prenaient le contrôle des provinces orientales. De l'autre, les héritiers de César, qui formèrent une alliance précaire connue sous le nom de Second Triumvirat. Marc Antoine, le brillant général et bras droit de César. Octave, son petit-neveu et héritier officiel, jeune mais d'une ambition redoutable. Et Lépide, une figure moins influente mais utile. Chaque camp
avait désespérément besoin de ressources pour financer ses armées, de l'argent, des navires et surtout du blé. Et tous les regards se tournèrent vers l'Égypte. Cléopâtre se retrouva dans une position diplomatique extrêmement délicate. Soutenir un camp au détriment de l'autre était un pari risqué. Une victoire de ses ennemis pourrait signifier sa déposition et l'annexion de son royaume. Elle adopta donc une politique de neutralité prudente mais calculée. Officiellement, elle prétendait être entravée par des problèmes internes et incapable de prendre parti. En réalité, elle jouait sur tous les tableaux, tentant de préserver son indépendance, tout en se préparant à s'allier au camp qui lui semblerait le plus susceptible de l'emporter et de servir ses intérêts. Cassius, qui contrôlait la Syrie voisine, exerça une pression énorme sur elle pour qu'elle lui fournisse des fonds et des troupes. Cléopâtre résista autant qu'elle le put. Selon certaines sources, elle aurait rassemblé une flotte, prétendument pour aider les triumvirs. Mais celle-ci aurait été endommagée par une tempête, lui fournissant une excuse parfaite pour ne pas intervenir directement. Elle envoya cependant les légions romaines laissées en Égypte par César à l'un des généraux césariens, une décision qui montrait où allaient ses sympathies, mais qui était aussi une manière de se débarrasser de troupes étrangères dont la loyauté était incertaine. La situation se décanta lors de la bataille de Philippe, en Macédoine, où les armées de Marc-Antoine et d'Octave écrasèrent les forces de Brutus et Cassius, qui se suicidèrent tour à tour. La victoire des triumvirs était totale. Le monde romain fut alors partagé entre les vainqueurs. Octave retourna en Italie pour gérer les affaires de l'Ouest, tandis que Marc-Antoine reçut la charge des riches provinces d'Orient. C'est à ce moment que le destin de Cléopâtre bascula de nouveau. Marc-Antoine, désormais le maître de l'Orient, avait besoin d'argent pour payer ses troupes et financer une future campagne contre l'Empire parthe, le grand rival de Rome à l'est. Il établit son quartier général à Tarse, en Cilicie, actuelle Turquie, et commença à convoquer les souverains des royaumes clients de la région pour qu'ils répondent de leur conduite durant la guerre civile et surtout pour qu'ils contribuent à son trésor de guerre. Cléopâtre était sur la liste. Elle fut sommée de venir à Tarse pour s'expliquer sur son soutien supposément tiède à la cause césarienne. Pour beaucoup, cette convocation ressemblait à un procès. L'accusation de ne pas avoir aidé activement les héritiers de César était sérieuse et aurait pu lui coûter son trône. Mais Cléopâtre, loin de s'effrayer, vit dans cette convocation une opportunité unique. Elle connaissait Marc-Antoine, l'ayant déjà rencontré à Rome lorsqu'elle était l'invitée de César. Elle connaissait sa réputation d'homme aimant le luxe, le spectacle et les femmes. Un homme courageux et bon vivant, mais aussi un politicien moins subtil et peut-être plus malléable que le cérébral César. Elle n'allait pas se présenter à Tarse en accusée, mais en reine, prête à déployer tous ses charmes et son intelligence pour séduire le nouveau maître de l'Orient et forger une nouvelle alliance qui garantirait la sécurité de son royaume et la réalisation de ses ambitions. Le retour à Alexandrie avait été une période de survie et de consolidation. L'ombre de la guerre civile l'avait forcé à la prudence, mais la victoire de Marc-Antoine lui offrait une nouvelle carte à jouer. Elle allait préparer sa rencontre avec lui, non comme un acte de soumission, mais comme une performance théâtrale grandiose, conçue pour captiver l'imagination d'Antoine et l'attirer dans son orbite. La convocation de Marc-Antoine à Tarse n'était pas une invitation, mais un ordre. Cléopâtre était sommée de rendre des comptes
sur son rôle ambigu durant la guerre civile. Une approche soumise aurait pu être attendue, mais la reine d'Égypte choisit une stratégie radicalement opposée. Elle transforma cette confrontation potentiellement dangereuse en une scène de séduction politique et personnelle d'une audace inouïe. Elle prit son temps pour répondre à la convocation, laissant Antoine s'impatienter, ce qui ne fit qu'accroître l'anticipation de son arrivée. Quand elle se mit enfin en route, ce ne fut pas avec une petite suite discrète, mais avec une flotte qui rivalisait de splendeur avec celle qu'elle avait partagée avec César sur le Nil. Son arrivée à Tarse fut un chef-d'œuvre de mise en scène, un spectacle soigneusement calculé pour éblouir le général romain et le public. Au lieu d'accoster discrètement au port, elle remonta le fleuve Cydnus jusqu'au cœur de la ville à bord de sa barge royale. Le récit de Plutarque est devenu légendaire. Le navire avait une poupe en or, des voiles de pourpre et des rames en argent qui battaient la mesure au son des flûtes, des hautbois et des cithars. Cléopâtre elle-même était alanguie sous un dais brodé d'or, parée en Vénus Aphrodite, la déesse de l'amour. De jeunes garçons habillés en Cupidon les vantaient, tandis que ses plus belles servantes, vêtues en Néréides et en Grâce, manœuvraient les cordages. Des parfums capiteux d'encens brûlaient sur le pont, et leurs effluves se répandaient sur les rives, où la foule s'était massée pour assister à ce spectacle divin. La nouvelle de cette apparition se répandit comme une traînée de poudre. Tout Tarse accourut pour voir la scène, laissant Marc-Antoine seul sur le tribunal où il s'apprêtait à la juger. Comprenant qu'il était délaissé, il n'eut d'autre choix que d'envoyer une invitation à dîner à la reine. Avec une assurance désarmante, Cléopâtre déclina, l'invitant plutôt à venir dîner à son bord. Antoine, piqué au vif mais intrigué, accepta. Il découvrit un banquet d'une magnificence et d'un raffinement qu'il n'avait jamais vu. L'éclairage, la musique, la vaisselle et surtout la conversation de son hôtesse le subjuguèrent complètement. Cléopâtre, alors âgée de 28 ans, n'était pas seulement une beauté exotique. Elle était spirituelle, cultivée et menait la conversation avec une aisance et une intelligence qui captivèrent Antoine. Elle le flatta, le défia, le divertit, le traitant non pas comme un juge, mais comme un égal. Le lendemain, Antoine tenta de rivaliser en l'invitant à son tour, mais il dut admettre que son propre banquet paraissait grossier et rustique en comparaison. Durant plusieurs jours, les festivités continuèrent. Cléopâtre déploya tout le faste de la cour ptolémaïque, démontrant l'étendue de la richesse de l'Égypte, une richesse dont Antoine avait cruellement besoin. Mais au-delà de l'argent, c'est la femme elle-même qui le conquit. Marc-Antoine était un homme aux appétits immenses, pour le pouvoir, la gloire, la nourriture, le vin et les femmes. Il était à l'opposé du cérébral et calculateur Octave. Antoine était un homme de passion, un soldat charismatique qui appréciait le luxe et la grandeur. Cléopâtre sut jouer de tous ses ressorts. Elle se présenta à lui non seulement comme Vénus, mais aussi comme Isis, la déesse mère, tandis qu'Antoine se plaisait à s'identifier à Dionysos ou à Hercule, son ancêtre mythique. Ils se retrouvèrent dans ce monde de mythologie et de démesure. Sur le plan politique, Cléopâtre se défendit habilement. Elle argua qu'elle avait toujours été fidèle à la cause césarienne et que si elle n'avait pas pu envoyer plus d'aide, c'était à cause des complots internes, des famines et d'une flotte détruite par la tempête. Antoine, déjà sous le charme, accepta ces explications sans difficulté. Il fut complètement séduit. Toutes les accusations furent oubliées.
Mieux encore, Cléopâtre obtint de lui tout ce qu'elle voulait. Sur sa demande, il ordonna l'exécution de sa sœur rivale, Arsinoé, qui vivait en exil dans le temple d'Artémis à Éphèse, éliminant ainsi la dernière prétendante sérieuse à son trône. Il confirma son statut de reine d'Égypte et celui de Césarion comme son co-régent. L'alliance était scellée. Antoine avait trouvé en Cléopâtre non seulement une maîtresse fascinante, mais aussi une alliée politique et financière indispensable pour ses projets en Orient. Cléopâtre, de son côté, avait trouvé un nouveau protecteur, un Romain puissant, capable de garantir l'intégrité de son royaume. Elle quitta Tarse, non pas en vaincue, mais en triomphatrice, laissant un Marc-Antoine éperdument amoureux qui lui promit de la rejoindre en Égypte pour passer l'hiver. La séduction de Tarse fut un triomphe stratégique. En se présentant comme une déesse, Cléopâtre avait transcendé son statut de reine cliente pour devenir la partenaire d'un des maîtres du monde romain. Elle avait transformé une menace en une opportunité, assurant à court terme la survie de son royaume et jetant les bases d'un partenariat qui allait ébranler une nouvelle fois les fondations de Rome. Le général avait été conquis, non par la force des armes, mais par la puissance du spectacle et l'intelligence d'une reine qui maîtrisait l'art de la politique comme personne. Conformément à sa promesse, Marc-Antoine rejoignit Cléopâtre à Alexandrie pour y passer l'hiver. Cette période marqua le début d'une relation légendaire, une parenthèse de faste, d'excès et de plaisir qui frappa l'imagination des contemporains et de la postérité. Délaissant pour un temps ses responsabilités de triumvir et ses projets de guerre contre les Parthes, Antoine s'immergea complètement dans le style de vie hédoniste de la cour égyptienne. Alexandrie, avec son mélange de culture grecque et égyptienne, son luxe et sa sophistication intellectuelle, offrait un contraste saisissant avec la Rome plus austère et politiquement tendue. Antoine, qui n'avait jamais caché son goût pour la bonne chère et les divertissements, se laissa griser par cette atmosphère de fête perpétuelle. Cléopâtre fut l'architecte de ce tourbillon de plaisir. Elle organisa des banquets somptueux, des chasses, des parties de pêche et des fêtes costumées. Leur vie à Alexandrie était un spectacle permanent, conçu pour divertir Antoine, mais aussi pour le lier plus étroitement à elle et à son monde. Ils créèrent une sorte de société secrète ou de cercle privé qu'ils nommèrent les vies inimitables. Les membres de ce cercle se livraient à des festins nocturnes et à des jeux extravagants, rivalisant d'ingéniosité pour surprendre et amuser les autres. Le but était de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans une recherche effrénée du plaisir et de l'extraordinaire. D'après des témoignages, le couple aimait se déguiser en simples serviteurs pour déambuler la nuit dans les rues d'Alexandrie, jouant des tours aux passants et s'encanaillant dans les tavernes. Antoine, le général romain, se délectait de cette liberté, loin de l'étiquette et des contraintes de sa fonction. Cléopâtre, de son côté, montrait une facette différente de sa personnalité. Elle n'était pas seulement la reine majestueuse ou l'intellectuelle brillante, mais aussi une compagne de jeu pleine d'esprit et d'humour, capable de partager les plaisirs simples et les frasques de son amant. Cette complicité renforça leur lien bien au-delà d'une simple alliance politique. Cependant, derrière cette façade de frivolité se cachaient des enjeux politiques bien réels. Pour Cléopâtre, chaque banquet, chaque fête était une occasion de consolider son influence sur Antoine. En le retenant à Alexandrie, elle l'éloignait de Rome, de son rival Octave,
et de sa femme légitime, Fulvie, qui, en Italie, menait une guerre contre Octave, en partie pour tenter de rappeler son mari à ses devoirs. Cléopâtre s'efforçait de faire de l'Égypte le centre du monde d'Antoine, de lui faire préférer la culture hellénistique et le mode de vie d'un monarque oriental à celui d'un magistrat romain. C'était une stratégie de soft power avant l'heure, une tentative de conquête culturelle et émotionnelle. Antoine, pour sa part, semblait se complaire dans ce rôle. Il adopta en partie le vêtement grec, délaissant la toge romaine, et se comporta de plus en plus comme un souverain hellénistique. Cette transformation inquiétait ses partisans à Rome et fournissait des armes à ses ennemis. La propagande d'Octave ne tarderait pas à le dépeindre comme un homme ayant perdu son identité romaine, un général amoli par les délices de l'Orient et asservi à la volonté d'une reine étrangère. L'hiver toucha cependant à sa fin, et les réalités du monde extérieur rattrapèrent les amants. Des nouvelles alarmantes parvinrent d'Italie. La guerre menée par sa femme Fulvie et son frère Lucius Antonius contre Octave s'était soldée par un désastre. Parallèlement, les Pietemsaincides Parthes avaient profité de l'inaction d'Antoine pour lancer une invasion massive de la Syrie, s'emparant de vastes territoires romains. Antoine fut contraint de quitter l'Égypte et sa reine pour faire face à ses responsabilités. Ce départ marqua la fin de cette première période idyllique de leur relation. Cléopâtre resta à Alexandrie, de nouveau seule, mais elle n'était plus la même. Cette union avec Antoine avait renforcé sa position, et elle était désormais enceinte de lui. Quelques mois après son départ, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon, Alexandre Hélios, le soleil, et une fille, Cléopâtre Sélénée, la lune. Ces naissances, tout comme celles de Césarion, avaient une signification cosmique et dynastique. Elles liaient la dynastie ptolémaïque au nouveau maître de l'Orient et préfiguraient un empire où leurs enfants seraient appelés à régner. L'hiver à Alexandrie n'avait pas été qu'une simple parenthèse de débauche. Ce fut une période de gestation, au sens propre comme au figuré. Une relation profonde s'était nouée, des enfants étaient nés, et les fondations d'un projet politique commun avaient été posées. Antoine repartait pour Rome, mais il laissait une partie de lui-même en Égypte. Cléopâtre, quant à elle, attendait son heure, consolidant son royaume et élevant ses enfants, les futurs héritiers d'un rêve impérial qui allait bientôt entrer en collision frontale avec la puissance et les traditions de Rome. Les vies inimitables étaient terminées, mais le drame ne faisait que commencer. Le départ de Marc-Antoine d'Alexandrie marqua le début d'une longue séparation de près de 4 ans, une période de bouleversement politique qui mit à rude épreuve l'alliance qu'il avait nouée avec Cléopâtre. De retour dans le monde romain, Antoine dut faire face à une situation complexe. Il se réconcilia de manière précaire avec son rival Octave lors du pacte de Brindis. Pour sceller cette nouvelle entente, Antoine, dont la femme Fulvie était décédée, accepta d'épouser la sœur d'Octave, la vertueuse et respectée Octavie. Ce mariage était un acte purement politique, destiné à apaiser les tensions au sein du triumvirat et à rassurer le Sénat et le peuple romain. Pour Cléopâtre, en Égypte, la nouvelle de ce mariage fut sans doute un coup terrible. Elle se retrouvait une nouvelle fois abandonnée par un amant romain pour des raisons d'État. Elle avait donné des jumeaux à Antoine, mais celui-ci épousait une autre femme, une romaine, et semblait se réintégrer pleinement dans le jeu politique de la capitale.
Pendant ces 4 années, Cléopâtre se consacra à la gouvernance de son royaume. Elle géra l'économie, supervisa des projets de construction et renforça sa flotte. Elle se comporta en monarque compétente et indépendante, ne comptant que sur ses propres forces. Aucune correspondance entre elle et Antoine de cette période n'a survécu, laissant les historiens spéculer sur la nature de leur relation. Il est probable que des contacts diplomatiques furent maintenus, mais la passion semblait mise en sommeil par la réelle politique. Antoine, de son côté, passa plusieurs années à Athènes avec sa nouvelle épouse, Octavie, qui lui donna 2 filles. Il mena une vie respectable, tentant de redorer son image à Rome. Cependant, la campagne militaire contre les Parthes, qui avait été la raison initiale de sa venue en Orient, restait son objectif principal. C'était une entreprise militaire de grande envergure, qui nécessitait des ressources financières et logistiques colossales, des ressources que seul le riche royaume d'Égypte pouvait lui fournir. Finalement, les impératifs militaires et le besoin de financement eurent raison de l'alliance politique avec Octave. Les relations entre les 2 hommes se dégradèrent de nouveau. Antoine avait besoin de l'or de Cléopâtre, et il avait besoin de son soutien naval. Il décida de rompre avec sa stratégie romaine et de renouer avec sa reine égyptienne. Il convoqua Cléopâtre à Antioche, en Syrie. Ces retrouvailles furent un tournant décisif. Cléopâtre ne vint pas en suppliante. Elle était désormais la mère de 3 des enfants d'Antoine. Elle avait entre-temps donné naissance à un 3e enfant, Ptolémée Philadelphe, et la souveraine d'un royaume prospère dont il dépendait. Elle était en position de force et elle négocia habilement. En échange de son soutien financier massif pour la campagne parthe, elle obtint des concessions territoriales considérables. Antoine lui céda de vastes territoires, notamment Chypre, des villes de la côte phénicienne, la Cilicie et des parties de la Judée et de l'Arabie. C'était la reconstitution d'une partie de l'ancien empire des Ptolémées. Cléopâtre se voyait ainsi confirmée dans son rôle de grande souveraine hellénistique, son royaume atteignant une extension qu'il n'avait pas connue depuis des générations. Lors de cette rencontre, Antoine reconnut officiellement la paternité de ses 3 enfants. Cet acte public était un affront direct à Octavie, qu'il renvoya de fait, et un défi à Octave. Antoine signalait ainsi clairement où se trouvait désormais sa loyauté et son avenir. Il ne se voyait plus comme un simple triumvir romain, mais comme le partenaire d'une reine orientale, le père d'une nouvelle dynastie. Le couple s'installa de nouveau à Alexandrie, qui devint la capitale de facto de la moitié orientale du monde romain. Leur union était désormais à la fois personnelle et politique. Ils gouvernaient ensemble, un couple royal partageant un rêve impérial. Cependant, la grande campagne d'Antoine contre les Parthes, financée par l'Égypte, se solda par un échec cuisant. Il subit de lourdes pertes et fut contraint à une retraite désastreuse à travers l'Arménie. Malgré cette défaite militaire, à son retour à Alexandrie, il célébra un triomphe, une cérémonie traditionnellement réservée à Rome. Ce triomphe d'Alexandrie fut une provocation de plus aux yeux des Romains. Au lieu de se rendre à Rome pour rendre compte de sa campagne, il parada dans les rues de la capitale égyptienne avec Cléopâtre à ses côtés. Le point culminant de cette période fut la cérémonie des donations d'Alexandrie. Lors d'une mise en scène grandiose dans le gymnase de la ville, Antoine et Cléopâtre étaient assis sur des trônes d'or. Cléopâtre fut proclamée reine des rois et Césarion roi des rois.
Antoine distribua ensuite les royaumes d'Orient à ses enfants. Alexandre Hélios reçut l'Arménie et les terres au-delà de l'Euphrate. Cléopâtre Sélénée obtint la Cyrénaïque et la Libye. Et le jeune Ptolémée Philadelphe se vit attribuer la Syrie et l'Asie mineure. C'était bien plus qu'une simple attribution de titres. C'était la proclamation d'un nouvel ordre mondial. Un empire oriental gouverné depuis Alexandrie par la nouvelle dynastie d'Antoine et Cléopâtre, en opposition directe avec le pouvoir de Rome et d'Octave. La rupture avec Rome était consommée. Antoine avait choisi son camp. En partageant un empire avec sa reine égyptienne et leurs enfants, il avait signé son arrêt de mort politique à Rome et rendu l'affrontement final avec Octave inévitable. La guerre de propagande entre les deux hommes atteignit son paroxysme, Octave dépeignant Antoine comme un traître à sa patrie, ensorcelé par une reine dépravée. La tragédie finale se mettait en place. Son destin fut celui d'une reine luttant pour un empire, un rêve qui se brisa contre la puissance implacable de Rome. Elle demeure une figure dont l'intelligence et l'ambition continuent de fasciner à travers les âges. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite ? N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager. Votre soutien est notre plus grande récompense.